On va commencer puisqu'il est quand même, je pense, 7h06. Donc voilà, bonjour, bonjour à toutes puisqu'on n'est que des femmes. Bienvenue à la 18e masterclass et à la première de l'année 2022. Donc, je vous remercie parce que je remarque qu'il y a des personnes qui m'accompagnent tous les mois et donc je les remercie pour leur confiance et leur présence. Et puis, je remercie aussi les nouvelles personnes qui participent. Ça fait toujours plaisir. Donc, je me disais que quand j'ai vu les inscriptions tantôt, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me représente encore parce que je vois des nouvelles personnes, des nouvelles adresses. Et puis, on ne sait peut-être pas qui je suis. Donc, je vais donc me présenter. Vous le connaissez, donc vous savez que je m'appelle Michèle Goossens, que je suis praticienne en Feng Shui occidental et que j'ai été diplômée donc en 2001. J'ai commencé en 1998, 98 ma formation et il m'a fallu 3 ans pour l'améliorer, pour la terminer et pour être diplômée. Et puis par après, j'ai fait une autre formation en Feng Shui avec Luc Antoine, qui est un architecte belge mais qui habite en France, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Feng Shui à l'occidental. Et donc, je trouvais son approche plus yin, je vais vous dire, et l'approche d'Alexandra Virac et Bruno Collet à l'époque était un peu plus yang. Et puis, je me suis formée également en Vastu Shastra, donc l'ancêtre du Feng Shui, puisque c'est la base de tout. Je me suis formée en homéopathie chamanique, en psychogénéalogie, en EFT niveau 3, en Reiki, en lettres hébraïques, en PNL, en énéagramme, en logosynthèse, en fait, parce que je souhaitais quand même mettre d'autres cordes à mon arc. Tout simplement parce que moi, j'estime qu'une nouvelle une, une science n'est pas parfaite et donc il faut aller chercher des informations ailleurs et puis créer un peu sa propre technique. Et je pense que pour vous tous, vous toutes, c'est pareil. On a besoin d'avoir des informations un peu partout et on trouve les pistes qui nous conviennent. Moi, je suis toujours revenue au Feng Shui parce que j'ai beau faire, moi j'ai quelque chose à comprendre avec les maisons. Ça fait partie de ma vie, puisque dans ma généalogie des deux côtés, j'ai aussi bien des briquetiers que des marbriers. Et donc, je pense que j'ai quelque chose à comprendre avec la pierre et puis des bijoutiers aussi. Donc, je suis toujours revenue aux maisons, mais en améliorant chaque fois ma technique. Donc, si vous souhaitez me connaître un peu plus, il suffit d'aller sur mon site. Vous tapez, le nom est un peu compliqué, psychodécorationfengshui.com, mais c'était à l'époque, en 2006, quand il a été créé, ce que je voulais, c'était la manière dont je voulais informer. Et donc maintenant, il y a son référencement naturel et ce serait trop compliqué de changer le nom, mais en fait, il y a d'autres URL. Donc, si vous tapez Michèle Goossens, vous tombez sur moi. Si vous tapez Feng Shui-Belgique ou Feng Shui-Belge, vous tombez également sur moi. Et puis, j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez découvrir des vidéos. Donc, il y en a déjà bien, je pense, environ 80 maintenant. Et donc, vous recevez des informations. Alors, bien sûr, il y a des vidéos qui datent maintenant peut-être de 4 ans, 5 ans. Donc, moi, j'ai évolué. Donc, je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont contraires, mais il y a de nouvelles expériences que j'ai faites. Et donc, voilà, il y a des nouveautés qui arrivent un petit peu à la fois. Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, de la relation amoureuse. Pourquoi j'ai choisi le thème de cette masterclass aujourd'hui? Parce que on approche de la Saint-Valentin
et que on commence à entendre parler d'amour. Enfin, j'espère que vous en entendez parler toute l'année. Et Ouais. puis, on voit dans les magasins des cœurs, des décorations d'étalage. On parle déjà de la Saint-Valentin. Et donc, je me disais que c'était intéressant pour fêter une bonne Saint-Valentin d'avoir quelques nouvelles informations. Donc, pendant cette masterclass, je vais aborder, bien sûr, l'amour qui est la base et qui en fait est une énergie. Puis je vais vous parler des symboliques qu'on utilise généralement en Feng Shui et dont on entend beaucoup parler dans les livres ou sur Facebook ou sur le site Internet. Mais je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas toujours. Et puis, je vais vous parler tout au long de cette masterclass de toutes les expériences que j'ai faites depuis 1999 avec le Feng Shui et qui, je pense, peuvent vous donner des pistes pour votre propre maison. Parce que si on est ici ensemble, c'est qu'on est tous miroirs l'un de l'autre. Et bien moi, quand je donne des formations, quand je donne des ateliers, quand je fais une expertise, eh bien, je me rends compte que dans les personnes que je rencontre, il y a toujours un peu de moi dedans et ça m'aide aussi à m'améliorer, en fait. Donc, l'amour, c'est beau, hein, c'est quelque chose de beau, mais si ce n'est que l'amour, bien souvent, ça ne dure pas. Et ça n'est pas ça qui va faire tenir en fait un couple. Donc, il faut 4 piliers à une relation solide et durable. C'est la communication, la passion, c'est important aussi, des projets communs et la confiance. Et donc, comme notre maison, en fait, est le miroir des situations que nous vivons, c'est ce qui explique que lorsqu'un foyer, par exemple, est mal harmonisé ou lorsque l'énergie circule mal chez nous, ou lorsqu'il y a un déséquilibre en fait entre le yin et le yang, donc le pôle féminin et le pôle masculin, ou lorsque les symboliques de la maison ne sont pas en accord avec nos propres objectifs, eh bien, ça occasionne des freins à la rencontre amoureuse, ça occasionne dans le couple un manque de dialogue, parfois du détachement, de l'indifférence, des doutes, de l'anxiété. Donc, en fait, c'est assez simple. Quand on vit quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, comme notre maison est un second corps, allons voir et allez voir ce qui se passe dans votre maison pour justement pouvoir corriger. En fait, bien souvent sur soi, c'est difficile de voir ce qui se passe parce que notre mental nous joue de tout. Bien souvent, dans notre maison, c'est aussi parfois le cas. En fait, je trouve que parfois, c'est beaucoup plus simple d'aller voir ce qui se passe chez soi, de décrypter les messages de sa maison, que de voir ce qui se passe en nous, même si on doit faire du travail en nous. Donc, la maison, je trouve que c'est un très bel outil. L'amour, en fait, c'est une énergie qui est yin. Hein. Donc, euh, tout est énergie. Par exemple, l'argent, c'est plutôt yang, c'est quelque chose qui est plus dans l'action. L'amour, c'est plutôt yin, donc c'est un côté beaucoup plus féminin. Donc, on saura que si on veut introduire l'amour chez soi, il faudra peut-être dans certaines pièces, dans certaines zones, une tendance un peu plus yin des éléments. Cependant, il faut toujours respecter en fait l'équilibre du yin et du yang. Parce qu'une maison qui va être trop yang, dans la relation amoureuse, ça va amener du détachement, de la solitude, peut-être pas toujours de la solitude physique vécue, je vais dire, mais un sentiment de solitude dans le couple, de la froideur dans les sentiments, du contrôle. On est amené à vouloir changer son partenaire et à vouloir qu'il ressemble à notre idéal. Et puis, ça peut amener aussi des conflits, de la colère.
Par contre, une maison trop yin, c'est qu'à ce moment-là, on s'oublie dans la relation. Il y a trop d'attachement. On crée une relation en fait basée sur le renoncement, sur la soumission. On joue la victime, on pleure et ça peut engendrer donc de la dépression. Donc, un déséquilibre, trop de yin, trop de yang, c'est pas mieux. C'est toujours essayer de rééquilibrer. Mais de se dire que si on veut favoriser l'amour chez soi, il faudra quand même une petite tendance yin. Donc, un déséquilibre finira toujours par des frustrations pour conduire justement à la rupture. Donc, qu'est-ce qu'une maison trop yang, vous allez me dire? Eh bien, c'est une maison avec, par exemple, une circulation d'énergie trop rapide dans la maison, trop de flèches de chat, des lignes droites. Une maison avec beaucoup de couleurs qui correspondent, par exemple, à l'élément métal, du blanc, du gris, beaucoup d'éléments métal, bien sûr, des grandes ouvertures qui seraient principalement dans l'orientation cardinale sud, beaucoup de matériaux très yang comme de la pierre, du verre, des meubles hyper design, tout ce qui est dans la verticalité, donc une maison qui va plutôt être haute avec plusieurs étages, eh bien ce sera plutôt une maison yang. Alors il y aura des colonnes, des meubles hauts. Alors bien sûr, le yin et le yang, c'est relatif. On est toujours plus yin que yin ou plus yang que yang. Donc, si vous avez une maison avec plusieurs étages et que vous êtes à côté d'un immeuble, votre maison sera plutôt à tendance yin. Par contre, si vous habitez un immeuble et qu'à côté, il y a par exemple, des maisons style fermette, bien, vous serez plutôt dans le yang. Et une maison yin, en fait, c'est plutôt une maison qui, elle, est plutôt dans l'horizontalité, hein, avec une circulation d'énergie trop lente, donc des chats stagnants, où l'énergie circule mal, où il y a des parcours compliqués. Une maison aussi qui est fortement encombrée, beaucoup de couleurs sombres, des couleurs terre, du marron, du beige, de l'ocre, du brun, des meubles en style ancien et foncé, des tapis, de la moquette, du papier peint ou du tissu tendu sur les murs, tout ça, c'est une tendance yin. Puis, tout est dans l'horizontalité. Donc, des maisons plutôt sans étage, plutôt larges, donc le style fermette, le style ancien. Bien sûr, ici, je parle dans l'exagération. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer justement de rétablir en fait l'équilibre. Ni trop de yin, ni trop de yang. Le feng shui, comme je disais, c'est l'équilibre du yin et du yang. Eh bien, c'est la même chose dans leur partenaire. Si on est à la recherche d'un partenaire, eh bien, on ne doit pas chercher quelqu'un qui est exactement identique à nous, mais quelqu'un qui nous complète en fait par ses différences. C'est ça l'équilibre du yin et du yang. Principe masculin, principe féminin. Donc, c'est la complémentarité. Le masculin, eh bien, c'est quelqu'un, les hommes sont plutôt portés justement à vivre dans le rationnel. Eux, il leur faut des informations exactes, quantifiables, vérifiables. Alors que le féminin, la femme, est plutôt portée à exprimer de l'émotionnel. Bien sûr, dans un couple, ça ne veut pas dire que ce sera la femme qui sera plutôt yin et l'homme qui sera plutôt yang, mais ça se peut très bien qu'on ait un homme qui soit plutôt dans le yin et une femme qui soit plutôt dans le yang. En fait, le fait, c'est qu'on se complète. Et on remarque, en fait, que les femmes deviennent de plus en plus yang et que les hommes deviennent de plus en plus yin. Mais justement, on essaie peut-être de rétablir l'équilibre. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès parce que peut-être qu'à certains moments, quand on entend certaines choses sur les réseaux sociaux ou dans les médias,
bah, c'est qu'on part quelquefois un peu trop dans l'exagération. Il faut accepter que nous ne serons jamais égaux, nous sommes complémentaires. Et l'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est justement ce qui fait l'équilibre, ce qui rend la polarité, c'est le fait qu'il y ait ces différences et qu'on puisse en fait se compléter. Alors, est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une idée déjà chez vous si c'est trop yin ou si c'est trop yang? Et peut-être qu'il faudra améliorer certaines choses. Oui. Moi, j'ai un mélange des deux. Alors, ça doit être pas trop mal. Oui, oui, c'est ce qu'on recherche. Oui, L'équilibre du yin et du yang. mais j'ai beaucoup de blanc quand même. Ah. Mais le blanc, dans un premier temps, c'est bon parce que le blanc, ça ouvre à tout. Mais trop de blanc trop longtemps fait qu'on reste dans le mental et que ça traduit parfois une certaine insatisfaction. Mhm. Donc maintenant, on va passer au symbolique à installer. Alors, c'est déjà souvent très, très connu quand on parle de Feng Shui. Donc, on parle bien sûr des cœurs, de Cupidon, des représentations de couple, du quartz rose, des fleurs. Alors, que faire? En fait, il faut bien comprendre deux choses. On n'harmonisera pas sa maison de la même façon si on est à la recherche de son âme sœur ou si on est déjà en couple. Parce que bien souvent, on dit, ah mais oui, mais tu es à la recherche de ton âme sœur, de ton âme jumelle, eh bien, va mettre une représentation de couple dans ta zone amour. Eh bien non, c'est pas le cas. On va les mettre dans un premier temps, en fait, une représentation de son contraire, donc de sa complémentarité. Et quand l'âme sœur ou la personne qui nous convient est rencontrée, c'est à partir de cette étape-là que l'on mettra la représentation de couple. C'est ça qui est important. Et donc, ça nous permet de comprendre aussi les caractéristiques de la personne. Alors, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur et que vous vous focalisez sur une personne et dire, par exemple, je veux rencontrer, moi je disais avant Alain Delon, maintenant, comme on dit, c'est plutôt Alain Deloin, mais bon, je suis d'une génération où on ne connaît pas tous les nouveaux acteurs, mais si vous vous focalisez sur une personne bien en particulier, en fait, vous bloquez l'énergie. Ou alors, vous avez une personne dont vous êtes amoureuse depuis des années, mais qui ne s'est jamais déclarée, et vous voulez absolument que ce soit cette personne, et vous installez sa photo dans votre zone amour, ben, c'est un peu comme si vous faisiez de la magie blanche. Hein. Donc, c'est comme si vous focalisiez sur cette personne, et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous bloquez l'énergie, et que vous ne lâchez pas prise, et que vous empêchez peut-être une autre personne d'arriver. Mhm. Donc, il faut toujours être vigilant que quand on installe une symbolique, il faut l'installer avec intention et en même temps avec lâcher prise. Et de se dire que, en fait, d'accepter que c'est le meilleur qui puisse nous arriver, même si la personne qui arrive n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croyait qui allait arriver. Donc, on peut aussi installer dans sa zone amour un cœur, comme ça c'est plus général, et donc on ne se fixe pas sur une personne en particulier. On peut mettre la représentation de Cupidon. Donc, le quartz rose, donc la pierre, le minéral, bien sûr, vérifier si c'est une véritable, et puis la purifier de temps en temps, parce qu'une pierre se charge de l'énergie. Donc, si dans la zone règne une énergie assez, par exemple, stagnante ou pas bénéfique, eh bien, il faudra justement, ou même dans toutes les maisons, purifier régulièrement la pierre. Alors, on peut y mettre aussi un bouquet de fleurs, une fleur, et on va voir un petit peu plus loin la symbolique des fleurs. Parce que tout possède une signification. Par contre, si on est déjà en couple,
et qu'on veut améliorer ou redynamiser la relation de couple, eh bien alors là, on va mettre justement des représentations de couple. Mais attention à être vigilant de mettre une représentation de couple qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Je l'ai peut-être déjà raconté dans d'autres masterclass, c'est que j'avais une dame qui avait mis une représentation de couple et qui venait de rencontrer un monsieur et qui me dit, mais oui, mais il ne bouge pas. Et quand sa représentation de couple, c'était un homme, enfin c'était une représentation de couple, l'homme et la femme, sans jambes et sans bras. Donc vous voyez qu'inconsciemment, les freins que l'on a à l'intérieur de nous, les croyances, les blessures, bloquent parfois à la réalisation de notre projet. Donc, il faut vraiment être vigilant. Alors, on peut mettre aussi 2 colombes. Qu'est-ce que la symbolique de la colombe, la symbolique, je vais dire universelle de la colombe, pour vous, ça a peut-être une autre symbolique, c'est plutôt, ça symbolise peut-être la paix. Hein? Oui. Les canards, on dit que ça symbolise la fidélité. Les bougies, si on met 2 bougies, là où il faudrait être vigilant aussi avec la couleur de la bougie, mais ça induirait une énergie beaucoup plus yang dans le couple. Donc, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Alors, attention, je vais vous poser une question pour les personnes qui connaissent déjà le Feng Shui. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas comme couleur de bougie en Feng Shui? Le bleu. Très bien, très bien. Et vous pouvez dire pourquoi? C'est une couleur yin ou ça représente l'eau ou il y a quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Ça éteint du coup voilà. la symbolique. Donc, le bleu correspond à l'élément eau et donc une bougie qui est élément feu. Donc, l'eau éteint le feu, donc ça entre en conflit. Et pourtant, j'ai déjà eu l'occasion de voir dans des magasins des bougies Feng Shui, soi-disant Feng Shui bleu. Donc, soyez vigilants avec le bleu, avec les bougies bleues. Encore d'autres symboliques, vous pouvez aussi installer une jolie boîte avec toutes les lettres d'amour que vous avez reçues de votre compagnon actuel, hein, pas les lettres de l'ex. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, parce que ce sont des beaux souvenirs. Vous pouvez installer aussi des fleurs, comme la personne qui est à la recherche de son âme sœur. Vous pouvez installer même des cadres avec des poèmes d'amour, des chansons d'amour. Attention, des chansons d'amour quand même pas trop nostalgiques, j'ai pas d'idée de titre en tête, mais qui disent que bon, l'amour n'est pas éternel, c'est pas une chanson bénéfique pour une relation amoureuse. Hein. Attention aussi, on peut installer sa photo de mariage, mais s'il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes marié, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que ça idéalise peut-être le couple dans une situation qui était au départ et qui n'est plus actuelle parce que le couple évolue. Donc, on peut garder sa photo de mariage et la ranger dans un album, mais mettre régulièrement des photos récentes de son couple. J'avais une question. Oui. Les fleurs, j'ai entendu dire que les fleurs séchées, comme ce sont des fleurs mortes, ce n'est pas très recommandé. Il vaut mieux mettre des fleurs fraîches ou des représentations de fleurs en plastique? Ben, c'est une bonne question. Effectivement, les fleurs séchées, ce sont des fleurs qui sont privées de vie. Donc, en Feng Shui, c'est une symbolique de mort. Alors, que choisir? Les fleurs fraîches ou la représentation de fleurs en soie? Le Feng Shui, si c'est du Feng Shui, on va dire que quand on voit une fleur, qu'elle soit en soie ou naturelle, dans notre inconscient, ça représente une fleur. Donc, c'est OK. Si par contre, on pratique le Vastu Shastra, qui ajoute
si vous voulez, une dimension supplémentaire, donc une qualité spirituelle à l'harmonie de sa maison, alors à ce moment-là, on mettra des fleurs fraîches. Pourquoi? Parce que les fleurs fraîches sont vivantes. Et donc, on va introduire une qualité. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas mettre l'un ou l'autre. Si c'est un bouquet de fleurs fraîches et qu'elles sont fanées, il vaut mieux, à la limite, mettre des fleurs en soie. Alors, on ne peut pas avoir des fleurs peut-être toute l'année non plus. Donc, des représentations de fleurs en soie, c'est très bien, fleurs artificielles, mais de temps en temps, si on veut faire monter le niveau vibratoire de sa maison, on va voir qu'on peut le faire monter avec d'autres choses aussi, un peu plus loin, mais on mettra de temps en temps alors des fleurs fraîches. Et si on prend un cadre avec des fleurs dessus, c'est pareil pour le cerveau? Oui, tout à fait. Notre cerveau ne fait pas la différence. C'est ça l'avantage et peut-être aussi l'inconvénient des symboliques qui sont négatives, mais c'est que notre cerveau ne fait pas la différence. Parce que on peut s'imaginer, par exemple, on regarde un film, c'est un film triste, eh bien, on va souvent pleurer ou être dans l'émotionnel, alors que normalement, on sait que c'est la réalité. Donc, en fait, le Feng Shui, il agit de la même façon. Et il agit aussi d'une manière, je vais dire, c'est de l'auto-hypnose en fait, comme la publicité. La publicité que l'on fait, qu'est-ce que on vous vend pas par exemple un pot de yaourt, on vous vend le couple heureux qui déguste le pot de yaourt. Donc, indirectement, c'est une sorte d'auto-hypnose. Eh bien, les symboliques en Feng Shui, en fait, elles agissent de la même façon. Quand on voit des symboliques qui nous sont bénéfiques, je ne vais pas dire qu'ils sont bénéfiques parce que ce n'est pas bénéfique pour tout le monde, tout ça dépend, et je vais vous donner un exemple par après, eh bien, c'est bon pour nous. Par contre, allez, imaginez, on vous offre une petite statuette de chien. C'est un beau petit chien, un beau petit Yorkshire, et vous êtes très heureuse parce que ça vous rappelle le petit chien que vous aviez dans votre enfance. Et donc, chaque fois que vous voyez cette symbolique, c'est OK pour vous, ça vous rappelle de bons souvenirs. Par contre, on offre cette même petite symbolique à une autre personne et qui, elle, adolescente, enfant, a été mordue par un Yorkshire. Eh bien, pour elle, chaque fois qu'elle va voir cette représentation, c'est un mauvais souvenir. Donc, on ne peut pas dire qu'une symbolique est bonne ou qu'une symbolique est mauvaise, en fait, parce que, en fait, ça doit nous correspondre. Et puis, bien sûr, une symbolique de mort, il faut reconnaître que ce n'est pas l'idéal. Comme les fleurs séchées, c'est quand même quelque chose qui est privé de vie. C'est hyper yin, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Un des fondements, mais vraiment fondamental du Feng Shui, c'est celui qui est à la base de tout, c'est le yin et le yang. Or, dans le yin et le yang, on ne dit pas que le yin est mieux que le yang ou que le yang est mieux que le yin. Tout est question d'équilibre. Et j'en parle depuis le début. Donc, dire à quelqu'un quelque chose est mauvais pour vous, moi je trouve que c'est contraire au fondement du Feng Shui. C'est trouver ce qui nous convient à nous, mais ça ne veut pas dire que dans l'univers c'est mauvais. Alors, il y a aussi les couleurs. Donc, si par exemple on aurait une maison qui serait trop yang, qui introduirait en fait un peu la coupure des sentiments, un blocage, eh bien, peut-être qu'en ajoutant certaines couleurs, ça va induire plus de yin. Vous voyez, il ne faut pas complètement changer les meubles de la maison parce qu'on aime bien le moderne, aller habiter dans une fermette parce qu'on habite dans une maison hyper moderne. Non, justement, toujours cette recherche d'équilibre. Donc, on sait que le rose, en fait, ça amène la tendresse. Pourquoi ça amène la tendresse, le rose? Parce que c'est le rappel du vécu fœtal. Quand nous étions enfants, dans le ventre, même bébé, et même embryon, quand nous étions dans le ventre de notre maman,
Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, c'était une couleur rosée. C'est en fait donc le ventre avec toute la circulation sanguine et la lumière qui passe à travers qui donne cette couleur rosée. Et donc, en général, on est bien quand on est dans le ventre de sa maman. Et donc, c'est ce rappel, le rose rappelle ce vécu. Et bien souvent, quand je remarque des personnes qui sont vraiment allergiques au rose, puisque dans mes ateliers, on fait des tests avec les foulards pour voir les couleurs qui nous conviennent, et bien souvent des personnes qui ont vécu quelque chose de pas très gai, en fait, soit dans leur enfance ou pendant la gestation. Alors l'abricot, en fait, c'est du rose, mais avec un petit peu d'orange, de jaune dedans. C'est un orangé, en fait, doux. Donc, lui, il va être un peu plus stimulant. Autant le rose, ça induit la tendresse, mais attention, toujours l'équilibre. L'excès de rose, c'est faire vivre uniquement dans l'idéalisation, dans le rêve, et donc c'est ne pas non plus avoir les pieds sur terre. C'est le style poupée Barbie. Hein. L'abricot, lui, est un peu plus dynamisant en fait que le rose. Et puis, il y a le rouge qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus tonique, donc qui lui induit plus de passion. Mais quand on est dans l'excès de passion, eh bien, c'est des sentiments qui sont un peu peut-être trop puissants. Et donc, la passion en excès, on passe vite dans la colère. Hein. Donc, il y a toujours cette recherche d'équilibre. Et puis, on parlait du blanc. Du blanc, c'est les grands sentiments. C'est la noblesse, en fait. Mais trop de blanc, c'est le manque. Donc, toujours cette recherche d'équilibre. Et vous voyez qu'aucune couleur n'est meilleure qu'une autre. Ça dépend ce qu'on recherche. Donc, je suis en couple, je trouve que dans mon couple, il n'y a pas suffisamment de passion, eh bien, je vais introduire peut-être des petits éléments rouges. Je trouve que mon compagnon n'est pas assez tendre, eh bien, j'introduirai peut-être du rose. Et puis, on va passer au bleu. Le bleu, ça donne de la profondeur. Donc, pour un couple qui est déjà installé depuis longtemps, eh bien, ça va stabiliser le couple. Mais trop de bleu, en fait, ça va couper la communication. Donc, si vous avez un compagnon ou une compagne qui ne parle pas beaucoup, si vous lui mettez du bleu, alors là, il n'est plus rien. Alors, je ne l'ai pas indiqué ici, mais savez-vous quelle couleur induit en fait la parole et fait parler? C'est facile parce que je ne l'ai pas inscrite. Elle n'est pas inscrite. Oui. Le jaune. Le jaune. En fait, le jaune, ça fait parler. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un qui parle beaucoup, vous introduisez du jaune, eh bien, souvent, on parle encore plus. Et quand on parle encore plus, on parle pour ne rien dire. Et donc là, ça peut aussi quelquefois introduire des conflits. Mais si vous avez le cas d'un conjoint ou d'un compagnon ou d'une compagne qui ne parle pas beaucoup, de temps en temps, introduire un petit peu de jaune. Et puis le vert, lui, ça induit le renouveau. Vous avez un couple qui est déjà installé depuis un certain temps, vous trouvez que ça manque un peu de nouveauté, introduisez du vert, pardon. Et attention, parce que le vert, c'est un mélange de jaune et de bleu. Donc, il faut bien choisir son vert. Si vous allez trop sur le bleu, vous bloquez la communication. Si vous allez trop sur le jaune, vous introduisez trop de communication. Donc, essayez un petit peu d'équilibrer votre vert. Et le vert un peu kaki alors? Le vert kaki, c'est celui qui a plus, qui est un peu, qui donne un vert un peu sale, quoi. Donc, qui n'est pas indiqué ici pour ce qu'on recherche dans la relation amoureuse.
Ok, merci. Alors, vous savez que les fleurs, en fait, ouvrent le cœur. Donc, quand quelqu'un vous offre des fleurs, eh bien, c'est souvent quelqu'un qui est dans la relation cœur assez importante. Moi, je le remarque à la maison, quand j'invite des personnes, j'ai des personnes qui vont toujours offrir des fleurs quand elles arrivent, et puis il y en a d'autres qui offriront autre chose. Vous voyez? Et il y a une chose qui est significative aussi, si je pense à une de mes belles-filles qui m'offre toujours des fleurs, et donc quand elle m'offre des fleurs, c'est incroyable le temps qu'elles durent. Donc, vous remarquez vraiment si la personne vous apprécie beaucoup. Plus les fleurs durent longtemps quand on vous les offre, plus c'est une personne qui vous apprécie. On va voir maintenant les couleurs de fleurs. Donc, les fleurs rouges, ben, bien sûr que ça va induire la passion. Et si vous mettez des roses rouges, là, c'est vraiment l'idéal affectif. Donc, attention, l'idéal affectif, c'est aussi de ne pas accepter l'autre tel qu'il est. Donc, de temps en temps, je ne vais pas dire que c'est pas bon des roses rouges, mais si c'était tout le temps, il faudrait peut-être se poser des questions. Est-ce qu'on n'idéalise pas trop le couple? Alors, le rose, ça représente la tendresse, la douceur, la pudeur, la fidélité. Les fleurs blanches, ça exprime la pureté, la sincérité des sentiments. Mais, bon, c'est ce qu'on... Je ne vais pas dire mais, parce que chacun choisit ce qui lui convient. Les roses blanches, c'est l'amour chaste. Donc, c'est un amour qui sera peut-être sans relation sexuelle. Donc, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Alors, le jaune, comme on l'a dit tantôt, ça symbolise la communication. L'orange, ça va plus dynamiser, ça va faire bouger les choses. Mais tantôt, j'ai parlé de l'abricot. Pourquoi je n'ai pas dit l'orange dans les couleurs qui induisent l'amour? Parce que l'orange, un orange trop vif, ça crée une certaine instabilité. Et donc, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Par contre, si vous êtes dans une relation amoureuse où vous vous dites, est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que c'est celle qui me convient? Si vous introduisez de l'orange dans la zone amour, eh bien, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc, moi, j'avais eu un de mes ateliers, une dame qui souhaitait rompre avec son compagnon. Elle m'a dit, en rentrant, je mets tout de suite de l'orange dans ma zone amour. Bon. Voilà. Mais un orange doux, un orange pastel, là, ça va faire bouger légèrement les choses. Le violet, donc les fleurs violettes, sont synonymes d'amour platonique. Encore une fois, ça dépend ce qu'on recherche. Les fleurs bleues favorisent l'intériorisation, mais peuvent aussi signifier la peur de ne pas être aimé. Donc, si votre conjoint, votre compagne, votre compagnon vous offre tout le temps des fleurs bleues, eh bien, peut-être que c'est une information. Moi, je pense toujours que ce sont des informations. Et peut-être qu'il a peur de ne pas être aimé. Donc, peut-être que vous devez lui montrer plus d'affection. Vous voyez que chaque fois, les fleurs vont avoir une signification. Et donc, suivant celle qu'on reçoit, eh bien, c'est un message. Au lieu que ce message vienne par des paroles, il vient du mental, ce message, il vient du cœur. Et donc, c'est de ne pas le prendre mal, justement, c'est dire, ah, merci l'univers, vous m'envoyez un message, eh bien, je vais pouvoir y remédier.
Et c'est la même chose si vous avez installé dans votre zone amour, par exemple, un bouquet de fleurs bleues qui est là depuis plusieurs mois, puisque si c'est un bouquet de fleurs artificielles, et que vous dites, ben, moi j'ai introduit des fleurs dans ma zone amour et je ne rencontre personne, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas justement une crainte de ne pas être aimé? Si je rencontre quelqu'un, j'ai eu des anciens compagnons qui ne m'ont jamais aimé, eh bien, je ne prends plus le risque de rencontrer quelqu'un. Donc, consciemment, on se dit, je veux rencontrer quelqu'un, et inconsciemment, on va mettre un frein chez soi pour se protéger. Donc, comme je vous ai dit, les fleurs, ça ouvre le cœur. Maintenant, voyons quelques fleurs en particulier. Donc, si vous avez envie, soit vous êtes seul, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple et que vous souhaitez harmoniser votre zone amour avec des fleurs, eh bien, voilà quelques informations. Le lys blanc, lui, il symbolise la pureté, une recherche d'idéal. Les lys, c'est les grands sentiments. Hein, n'oubliez pas que les fleurs de lys, c'était l'emblème de la royauté française. Et donc, c'est aussi la noblesse de cœur. Le jasmin, c'est la haute image de la féminité. Donc, une dame qui mettrait en fait des fleurs de lys dans sa zone amour, c'est qu'elle est en recherche de féminité. Peut-être qu'elle ne se trouve pas suffisamment féminine. Alors, les marguerites symbolisent la fidélité. Les clématites, la clématite, le désir. Le bouton d'or, le bonheur d'aimer. L'azalée, la confiance. Le bleuet, la timidité. Le camélia, l'amour éternel. L'œillet, l'ardeur. L'orchidée, le raffinement. La violette, la discrétion. La fleur d'oranger, la virginité des sentiments. La tulipe, ça symbolise la réconciliation. Donc, ça répare les morceaux d'un cœur brisé. Et les fleurs des champs, c'est plutôt le don du cœur. Donc, un amour plutôt simple. C'est intéressant aussi, si vous avez un jardin, d'aller voir ce que vous avez installé dans la zone amour du jardin, parce que ça peut vous donner des pistes et des informations sur la qualité d'amour que vous recherchez. Donc, moi, je prends toujours, comme je dis, le feng shui, et pour les personnes qui me suivent régulièrement le savent, le feng shui à l'envers. Je ne dis pas aux gens, mettez ça dans votre zone. Je dis, observez ce que vous avez déjà mis, comprenez comment vous fonctionnez, et puis, suivant ce que vous recherchez, à ce moment-là, vous changez la symbolique. Mais ne pas prendre des symboliques universelles parce que ça ne vous convient peut-être pas. Donc, pour favoriser l'amour chez soi, il ne suffit pas non plus de travailler que sur le visuel. Donc ici, on a parlé des symboliques, ce qu'on voit, hein, parce que l'être humain est principalement visuel, mais il est doté aussi de 4 autres sens. Donc, nous avons l'ouïe. Donc, si on veut rendre une maison un peu plus yin, donner une tendance yin, par exemple, dans une chambre de couple, eh bien, on peut diffuser de la musique romantique, des chansons d'amour. On peut introduire par le toucher à ce moment-là des choses plus moelleuses. Donc, introduire un plaid, des coussins, les draps, les couettes, de par leur matière, sont déjà quelque chose qui est plus moelleux, plus yin, plus féminin. Et puis, on peut jouer également sur les odeurs en diffusant, en fait, des huiles essentielles. L'encens, on l'utilisera plutôt pour purifier, mais on ne
je trouve que c'est pas très intéressant pour rechercher une qualité d'amour d'aller introduire de l'encens. Parce que l'encens, c'est fait pour nettoyer. Et puis donc, si vous voulez, on est dans une atmosphère qui est plutôt aseptisée. Et après, il faut les introduire de l'énergie d'amour. Et donc, les huiles essentielles qui sont issues du monde végétal, donc avec des fleurs, avec des plantes, des arbres, vont introduire plus cette vibration du cœur. Et donc, dans les huiles essentielles, on peut choisir, par exemple, des senteurs épicées, donc qui vont un peu plus dynamiser, réchauffer le corps, le cœur, donc qui vont induire plus de passion. Hein. Et donc, vous pouvez, par exemple, y mettre du poivre noir qui va allumer la flamme de la passion, de la cardamone qui va stimuler l'esprit et le goût de l'autre, de la cannelle qui stimule l'essence, qui calme les tensions, qui aide à oublier les difficultés de la journée. D'ailleurs, la cannelle, quand on en met une goutte à l'intérieur de la lèvre, là, on l'appelle en fait le baiser du prince charmant, parce qu'elle peut en fait réveiller un mort. Alors, il y a les huiles essentielles feuillues, donc qui, elles, vont garder plutôt l'esprit éveillé, qui vont favoriser la vitalité physique et mentale et qui vont aider à garder en fait les fantasmes en vie. Donc, vous avez le basilic qui éveille la relation amoureuse, quand une relation perd un peu de son intérêt, qu'elle est un peu, qu'elle existe depuis longtemps, qu'elle manque peut-être un peu d'intensité. Puis vous avez le laurier noble qui améliore l'estime de soi, qui libère les inhibitions. Parce que vous allez voir un peu plus loin qu'une des qualités pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et donc le romarin, lui, apporte de la vitalité. Il incite à apprécier les joies de l'amour. Alors, si vous diffusez plutôt des senteurs florales, ben, les fleurs vont être associées plus à la féminité. Elles vont réveiller la délicatesse, le côté sensuel. Elles aident à nous accepter comme nous sommes et à nous libérer de nos inhibitions. Donc, l'ylang-ylang, qui en fait est reconnu puisqu'il est aphrodisiaque, qui ouvre les portes du cœur. Le géranium, qui améliore la capacité de communication intime. La sauge clarée, qui aide à calmer la mélancolie et le stress. Et puis, vous avez aussi les senteurs, les huiles essentielles terreuses, donc qui rendent plus audacieux ou audacieuses, comme le patchouli, qui est un stimulant, qui est voluptueux et subjectif. Puis le vétiver, qui aide à éliminer les peurs et les doutes. Le gingembre, qui réchauffe les émotions et qui ravive la passion. Et puis, vous avez les senteurs d'agrumes, qui introduisent la joie, une attitude positive, l'optimisme, donc comme la bergamote qui améliore l'humeur, l'orange qui amène la joie et la sensualité, le pamplemousse qui intensifie les sentiments de confiance et de positivisme. Donc, vous pouvez faire aussi des mélanges d'huiles essentielles et vous pouvez diffuser ça, par exemple, dans la chambre. Moi, à la maison, j'ai un diffuseur dans la chambre et bien souvent, en début de soirée, eh bien, il est sur un minuteur et puis, bon, il se met en route un quart d'heure comme ça et puis il se coupe. Il ne faut pas tout le temps diffuser, de petites, comme ça, à intervalles réguliers. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous voyez que les symboliques, ce n'est pas uniquement que, en fait, du visuel, c'est aussi faire intervenir l'odorat, l'ouïe, le toucher. Et en même temps, quand on introduit les huiles essentielles, ben, il y a un peu de goût. Mais il y a en fait notre sens du goût qui se développe par le baiser. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? J'ai une question, Oui. Michel.
On parle de toutes les symboliques pour l'instant, peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard, mais après, c'est dans l'appartement. Est-ce que c'est uniquement dans la chambre qu'il faut activer cette partie-là ou bien, moi, par exemple, dans mon appartement, l'espace amour, c'est la cuisine. Est-ce qu'il y a des choses aussi à faire pour le coup, pour que ça puisse s'améliorer? On le verra peut-être par la suite, je ne sais pas. Mais en fait, ici, je ne sais pas tout développer dans la masterclass. Dans mes ateliers, le prochain atelier qui aura lieu le 5 février, là, j'en parle parce qu'en fait, le bagua, en fait, il y a différents baguas. Il y a un bagua général de la maison qui nous donne certaines informations. Et puis après, on travaille sur la symbolique des pièces. Et donc, dans chaque pièce, on refait justement un bagua. Oui, alors, oui, et je peux retrouver mon espace là, pour le coup, voilà. dans ma pièce, ma chambre. On devine bien que la chambre du couple, c'est vraiment en fait la pièce où on introduit la relation amoureuse. Bien sûr. Mais il y aura quand même, dans les ateliers, j'en parle, d'autres pièces à harmoniser. D'accord. Ok, merci. Donc, le baiser, en fait, et c'est vrai qu'on en a été beaucoup privé pendant 2 ans, et on remarque que, en couple, normalement, on ne s'en est pas privé quand même, mais même avec la famille, le baiser, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont mal maintenant parce qu'il y a ce manque de contact, ce manque de toucher, en fait. Et donc, un baiser, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de point rose, en fait, sur le i du verbe aimer. L'amour humain, en fait, il se distingue par 2 fonctions divines, la caresse et le baiser. Et donc, le baiser, c'est la seule manifestation amoureuse qui fasse appel simultanément à nos 5 sens. Donc, le toucher, hein, le goût, l'odorat, la vue et même l'ouïe, parce que un baiser fait du bruit en fait. Et donc nos lèvres, elles ont une sensibilité aussi fine que l'extrémité de nos doigts. Et elles ont une mobilité étonnante. Et donc c'est le sens que je voulais introduire, le sens supplémentaire, c'est de faire comprendre que le baiser dans la relation amoureuse est important. Et donc, j'ai trouvé une image où on voit en fait tout ce qu'un baiser peut stimuler. Alors, ici, c'est écrit en petit, donc j'ai recopié ici. Donc, pendant le baiser, en fait, le cortex cérébral libère des hormones, de la dopamine, qui donne un sentiment de plaisir, une sensation de plaisir, des endorphines, un sentiment d'euphorie, des phényléthylamines, qui influence l'humeur et l'attention. Et puis le baiser, il y a la glande pituitaire qui libère des hormones de l'amour, donc l'ocytocine, et les glandes surrénales qui libèrent des hormones qui activent le système nerveux. Ça, je pense que c'est parasympathique et qui amène davantage d'oxygène en fait au cerveau. Et quand vous embrassez, vous consommez 2 à 3 calories par minute. Donc, insistez sur le baiser. Et puis, vous activez aussi de nombreux muscles. Votre pouce s'accélère, vos pupilles se dilatent. Donc, les baisers sont indispensables à l'humain. Et donc, quand on nous empêche d'embrasser, qui que ce soit, c'est vraiment une atteinte à notre liberté, à notre bien-être. Et ça, il faut en être conscient. Profitez-en, embrassez votre conjoint si vous en avez un. Je vous ai expliqué un petit peu toutes ces symboliques. Ce que je remarque bien souvent, c'est que les personnes qui arrivent dans mes ateliers ou les personnes qui font appel à moi pour des expertises, eh bien souvent, elles sont déjà passées par le stade Internet où elles ont été trouvées des symboliques à installer dans leur zone amour, ou elles ont lu des livres, elles ont installé en fait une symbolique
et ça ne fonctionne pas et elles sont souvent déçues. Et parfois même, il y a des personnes qui n'arrivent même pas jusqu'à moi parce qu'elles se détournent totalement du feng shui, parce qu'il y a tellement d'informations erronées qu'elles se disent que le feng shui, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi est-ce qu'une symbolique ne peut pas fonctionner? Soit, bien sûr, parce qu'en fait, elle est mal placée. Donc, on parle ici de la zone amour. Bien, heureusement que Patricia m'a fait préciser en fait les différences entre les différentes zones amour de la maison. Hein? Mais ce qu'on ne sait pas toujours non plus, c'est qu'il y a une autre zone qui est en lien avec la zone amour. C'est la zone connaissance. Parce qu'en Feng Shui, il y a des axes du Tao. Et ça, peu de personnes, peu de praticiens, peu de livres en parlent. C'est que la zone connaissance et la zone amour sont reliées. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que dans sa zone connaissance, notre inconscient, qui fait qu'on a des blessures, des croyances limitantes, des freins, des peurs, nous font installer une symbolique qui ne nous correspond pas et qui arrive en contradiction avec celle qui est placée dans la zone amour. Alors, ça se peut aussi, comme je l'ai dit tantôt, que la symbolique est mal choisie. J'avais une dame qui me répétait dans une expertise, je ne rencontre que des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre. Et la symbolique qu'elle avait placée dans sa zone amour, c'était un homme qui était décalé par rapport à la représentation de la dame et qui effectivement n'avait pas les pieds sur terre. Et donc, c'est surprenant ce que j'entends dans mes expertises, c'est que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'écoute pas suffisamment parler. Ce que notre corps exprime, en fait, il suffit d'aller voir la symbolique. Et donc, si on ne s'écoute pas parler, il faut peut-être aller voir ce qui se passe dans notre maison. Parce que notre maison, en fait, elle a un véritable langage, elle nous parle et bien souvent, on ne veut pas l'entendre. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'autre dans la maison. Je suis allée une fois, lors d'une expertise, chez une dame qui s'était séparée de son compagnon, de son mari, mais en fait, ils avaient scindé, la maison pouvait se séparer en deux. Donc, ils habitaient chacun, en fait, c'était une maison privée avec une partie professionnelle, donc qui était devenue privée. Donc, le monsieur habitait la partie professionnelle, la dame habitait la partie privée. Et donc, elle me dit, je rencontre personne. Bon, quand j'arrive dans sa chambre, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait un lit de 2 personnes avec un demi-matelas. Sur le sommier de l'autre côté, c'était un vide. Comment voulez-vous que, puisqu'elle recherchait un homme arrive, puisqu'il n'a pas la place pour dormir? Et vous savez où était le demi-matelas restant? Dans la chambre du monsieur, dans l'autre partie de la maison. Par après, j'ai visité l'autre partie de la maison. Et alors, ce qui était amusant, c'est que la dame dormait donc du côté gauche et que c'était la partie droite manquante, et que le monsieur, dans sa chambre, lui dormait sur un matelas du côté droit et c'était la partie gauche qui manquait. Donc, voilà, pas de place pour l'autre. C'est la même chose dans les placards. Est-ce qu'on laisse la place à l'autre? Donc, en fait, notre inconscient, notre maison nous donne l'information, mais notre cerveau ne veut pas l'entendre. Et donc, tous ces freins, toutes ces blessures, toutes ces croyances, tous ces besoins inconscients qui bloquent la rencontre amoureuse, c'est inscrit en fait sur nos murs. Il suffit de lire. Seulement, il faut savoir comprendre le langage de sa maison. Parce qu'il peut y avoir des besoins. Oui, j'ai besoin, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un, mais mon besoin inconscient est je ne rencontre personne, comme ça, je n'ai pas de rupture.
Ou comme ça, une personne qui aurait eu, par exemple, qui aurait vécu plusieurs deuils, comme ça, il ne meurt pas. Vous voyez? Comme ça peut être contraire. Mhm. Et il y a une chose aussi dont je parlais tantôt, c'est en fait le manque d'amour de soi. Si on ne s'aime pas suffisamment, on n'a pas suffisamment d'amour pour aimer l'autre. Et puis parfois, il y a une chose aussi, c'est qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Donc, comme je disais, on installe en fait des fleurs des champs, c'est imagé, hein, alors qu'on recherche l'amour-passion. Donc, votre inconscient, lui, il comprend le langage de votre maison, mais si vous lui mettez des informations qui sont contraires, ben lui, il fonctionne avec les informations que vous lui donnez. Mhm. Donc, en fait, dans l'atelier qui va se donner le samedi 5 février, eh bien, c'est le feng shui de l'amour, donc réinventer votre vie amoureuse. Et donc, vous apprenez en fait à faire un diagnostic psychique de votre habitation. Et pas installer n'importe quelle symbolique. Parce que ça, à long terme, ça ne fonctionne pas, ou même ça ne fonctionne pas du tout. Quand on fait un diagnostic psychique de son habitation, on comprend ce qu'on a installé et pourquoi ça bloque. Et à partir du moment où on a compris, on trouve les bonnes symboliques. Alors, je reviens un petit peu. C'est clair jusqu'ici, oui? Je reviens un petit peu sur le deuil de la relation. En fait, savez-vous que pour faire le deuil d'une relation, que la personne soit décédée ou pas, il faut passer par 4 émotions qui guérissent. Et bien souvent, on reste bloqué sur une des émotions et c'est ça qui fait que on n'a pas suffisamment d'énergie pour attirer quelqu'un qui nous convient. Et ces 4 émotions, c'est la colère. Donc, que ce soit quelqu'un qui décède, ben, on est en colère parce qu'il nous a quittés. Si c'est une séparation, ben, c'est souvent la première émotion qui nous vient, la colère. Dans le cas du deuil, la première émotion qui nous vient, c'est souvent la tristesse. Mais en fait, même dans la séparation, il y a de la tristesse. Parce qu'il y a de la tristesse qu'on n'ait pas pu mener la relation jusqu'au bout. Et puis, il y a de la peur. La peur de se retrouver seul, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Et il y a aussi les regrets. Les regrets que on n'a peut-être pas été à la hauteur, qu'on aurait peut-être dû faire autre chose. Donc, dans l'atelier du Feng Shui de l'amour, eh bien, justement, on va apprendre le deuil, on va apprendre à faire le deuil de ses anciennes relations. Parce que parfois, il y en a plusieurs. Et donc, par un procédé, on va voir dans quelle émotion on est resté bloqué. Et puis, comme je disais aussi, il faut savoir comment on s'aime. Parce que la manière dont vous êtes traité dans votre relation amoureuse se calque exactement sur la façon que vous vous traitez et que vous vous percevez vous-même. Donc, si vous vous dites « je ne suis pas digne d'amour », bien, vous ne rencontrerez personne. Donc, en fait, l'autre que l'on rencontre, notre âme sœur, notre âme jumelle, eh bien, c'est un miroir de nous-mêmes. Et donc, en fait, nous attirons ce que nous portons en nous. L'autre, en fait, est le négatif de la photo qui nous correspond. Et donc, bien souvent, dans un couple, on reporte la faute sur l'autre, alors qu'on devrait dire, youpi, ce qu'il nous montre, c'est ce que je dois améliorer en moi. Et donc, là aussi, dans l'atelier, on comprend et on apprend à s'aimer. Alors, dans cet atelier, on voit aussi la pièce, comme on a parlé de la pièce qui symbolise
la relation de couple, mais on voit aussi la pièce qui symbolise qui nous sommes et l'amour que l'on porte pour nous. Donc, il y a une pièce de la maison qui fait que, en fait, on découvre comment est la relation amoureuse vis-à-vis de nous-mêmes. Et on décrypte, en fait, ce qu'on y a installé. Et puis, il y a aussi une zone de la maison, une pièce de la maison, qui est en fait l'équilibre de toutes les zones et qui donne une information sur la façon dont les autres nous perçoivent, qui est en fait notre réputation, notre renommée. La zone réputation et la pièce qui représente notre réputation, en fait, c'est l'image que nous donnons aux autres et qui est souvent pas très en lien avec qui nous sommes réellement. Il y a des personnes qui se dévalorisent alors qu'elles valent beaucoup plus que ça. Et puis, il y en a d'autres qui se survalorisent. Donc, là aussi, c'est apprendre à justement respecter le juste équilibre. Et donc, dans cet atelier, donc on va aborder l'amour qui est une énergie yin. On va voir comment faire le diagnostic psychique de son habitation. Donc, vous venez avec les plans, avec les photos, les orientations cardinales. On voit tous les fondements du Feng Shui qui sont reliés à la relation amoureuse. On voit les deux pièces principales qui sont liées à la relation de couple. Les deux zones du Bagua, comme j'en ai parlé, zone amour et zone connaissance, qui sont très importantes dans la relation amoureuse. Et puis, on voit les blocages, en fait, à la réussite de votre vie amoureuse, que vous soyez seul ou en couple. On découvre quelles sont vos symboliques personnelles, les couleurs qui vous conviennent, et puis les huiles essentielles dédiées à l'amour dont je vous ai parlé ici. Donc, si vous êtes intéressé pour vous inscrire ou pour avoir plus d'infos sur l'atelier, eh bien, il y a ce lien. C'est toujours un peu compliqué de recopier un lien, mais si vous en avez besoin, soit vous me contactez, sinon, vous allez sur mon site psychodécorationfengshui.com ou vous tapez Michel Gossens, vous allez dans Activités, et dans Activités, vous avez les ateliers, et tous les ateliers de l'année sont repris. Alors, surtout que l'année 2022 est une année importante pour l'amour, parce que 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et le chiffre 6, c'est la vibration de l'équilibre et de l'harmonie sentimentale. Donc, on va être dans une année qui va vibrer l'amour, mais à tout point de vue, relation amoureuse, mais également, je pense qu'il va avoir l'amour qui, en fait, il y a une énergie d'amour qui progresse peu à peu sur Terre. Quand on voit le nombre de personnes qui s'ouvrent maintenant, eh bien, on voit que le pourcentage d'amour sur Terre augmente. Et donc, 2022 va fortement y contribuer. Alors, pour terminer, je voudrais vous donner une petite recette magique, une petite synergie pour travailler l'amour de soi. Donc, pour améliorer l'amour que l'on se porte. Et donc, vous voyez que j'ai mis soi-même, et j'ai vraiment fait exprès d'écrire même avec A-I-M-E. Et donc, vous prenez un flacon en verre fumé, vous mélangez 10 gouttes d'huile essentielle de bergamote, 5 gouttes de lavande et 3 gouttes d'ylang-ylang. Donc, si vous gardez la synergie comme ça pure, vous pouvez la mettre soit dans un diffuseur, soit vous pouvez la porter sur un pendentif diffuseur d'huile essentielle. Donc, soit petite fiole comme j'ai, ou alors vous avez des pendentifs avec des petits feutres. Et si, comment j'ai dire, vous voulez plutôt l'utiliser par exemple en massage sur le chakra du cœur, à ce moment-là, vous la diluez avec de l'huile végétale.
par exemple de l'huile végétale de noyau d'abricot, vous diluez ces gouttes et puis vous massez tous les soirs, en fait, le chakra du cœur. Puis alors, je voulais vous présenter, elle est là depuis 1 an. Elle est arrivée avec la Saint-Valentin 2021, c'est la bougie d'amour Feng Shui. Donc, en fait, pour les personnes qui ne veulent pas prendre le temps de faire un atelier Feng Shui, j'ai oublié de vous dire que l'atelier se fait en live ou en présentiel, donc vous pouvez même le faire à partir de chez vous. Mais ici, c'est en fait un rituel de 5 jours avec une bougie d'amour qui l'accompagne, un message personnel et un bijou magique. Et donc, si vous trouvez des excuses comme j'ai pas le temps, c'est trop compliqué pour moi de faire un atelier ou de me déplacer, eh bien, vous pouvez commander cette bougie. Elle est au prix de 62 € et pour l'instant, les frais de port sont offerts jusqu'au 28 février. Et donc, cette bougie, elle arrive avec son rituel. Donc, je vous donne accès à une page protégée sur mon site et vous avez chaque jour un petit exercice à faire, en fait, qui prend le plus long, c'est celui du 4e jour, il prend maximum 1 heure. Donc, tous les jours, c'est environ 30 minutes pour faire un petit exercice. Et donc, vous allumez votre bougie pendant l'exercice. Et donc, vous avez le premier jour, justement, je vous apprends à repérer les zones de la maison et les pièces qui sont reliées à l'amour. Puis le 2e jour, je vous donne toute une recette pour prendre un bain d'amour. Le 3e jour, c'est une lettre d'amour. Ça, je ne vous dévoile pas, ça reste secret parce que sinon, il n'y aurait pas, ça perdrait toute son efficacité. Le 4e jour, je vous apprends comment faire un tableau de visualisation Feng Shui de l'amour parce que on parle beaucoup de tableaux de visualisation. Et il y a beaucoup d'ateliers qui fleurissent, je le vois autour de moi, j'en vois beaucoup. Mais malheureusement, quand on construit un tableau de visualisation, soi-même, seul, sans information, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on le crée avec ses propres blocages, ses propres freins et ses propres blessures. Et donc, justement, le tableau de visualisation Feng Shui se fait tout à fait différemment. Et donc là, j'explique toute la technique. J'ai enregistré une vidéo, donc vous écoutez la vidéo et vous réalisez votre tableau de visualisation Feng Shui avec toutes les informations. Et puis le 5e jour, qu'est-ce qui apparaît? En fait, le bijou qui est dans la bougie, puisqu'elle se sera consumée. Et là, vous avez de nouveau un rituel à porter avec ce bijou. Et donc, je vous donne toutes les informations. Et donc, en fait, le challenge, donc, qui est de 62 €, comme je vous l'ai dit, avec sa bougie d'amour, eh bien, tout est compris dedans. Donc, vous recevez le challenge, la bougie, le message personnel, parce que vous allez voir que on le voit peut-être pas beaucoup sur la photo. Si je prends ici, en fait, il y a une petite fiole et il y a un message. Il est différent pour tout le monde. Il n'y en a pas deux pareils. Et donc, j'introduis ce message et donc vous recevez l'information et je vous dis aussi comment utiliser ce message. Et je peux vous dire que si vous allez sur ma page, ma boutique avec les bougies, vous allez voir les témoignages. Il y a vraiment des témoignages surprenants, comme le cas d'une dame qui a reçu le message. En fait, je pense que le message, à peu près, je ne me souviens plus exactement, c'est si dis-lui que tu l'aimes. En fait, c'était en gros, dis-lui que tu l'aimes. Tu n'as qu'une seule chance, dis-lui que tu l'aimes. Et en fait, cette dame, elle avait plus de nouvelles de son compagnon depuis plusieurs mois. Il avait complètement disparu. Et donc, elle m'a raconté, quand elle a reçu ce message, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je le recontacte ou je le recontacte pas? Et donc, pendant un jour ou deux, elle a hésité.
Elle a dit, qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, j'ai ce message, mais bon, je vais pas le harceler. Est-ce que, bon. Et puis, à un moment, elle s'est dit, elle a lâché prise et elle a dit, bon, de toute façon, je ne le vois plus. Donc, je reprends contact avec lui, je lui déclare mon amour et on verra bien ce qu'il dira. Elle a repris contact, elle lui a envoyé un SMS. Les premiers jours, rien ne s'est passé. Et je ne sais plus si c'est au bout d'une semaine, ce monsieur a contacté et ils sont toujours en couple. Donc, depuis l'année passée. Donc, vous voyez, quand on reçoit comme ça un message, c'est assez surprenant. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vais répondre volontiers à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que ça va vous donner des pistes pour vous améliorer? Oui. Est-ce que vous êtes décidé à prendre votre vie en main, votre vie amoureuse? Pour bien commencer l'année. Voilà, je voulais vous dire qu'en fait, la masterclass du mois prochain, elle aura lieu le 22 février à 19h. Donc, c'est toujours le 4e mardi du mois, c'est facile à retenir. Et donc là, je vais parler de la psychogénéalogie des maisons. Vous savez, je vous l'ai dit au début de la masterclass, que je me suis formée il y a quelques années maintenant en psychogénéalogie. Et donc, moi, je l'ai adaptée au Feng Shui. Et je l'ai d'abord travaillé sur moi et j'ai travaillé sur toutes les maisons dans lesquelles j'ai vécu et les maisons de mes ancêtres, de celles dont je me souvenais, hein, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et donc, ça m'a permis encore d'évoluer et de m'améliorer. Et donc, le titre de la masterclass, c'est « Que raconte votre maison de votre lignée familiale ?» Parce que si vous êtes abonné à ma page Facebook, si vous ne l'êtes pas, je vous incite à le faire. C'est Michel Gossens, je pense révélatrice de votre espace de vie. Eh bien, le magazine Épinay du mois de janvier a fait un petit article sur moi en parlant justement de la psychogénéalogie des maisons, donc du Feng Shui et de la relation que l'on a avec toutes les maisons dans lesquelles on a vécu et que nos ancêtres ont vécu, et que la maison dans laquelle on vit a également des informations non réglées de notre lignée familiale. Voilà, donc ça, ce sera pour le mois prochain. Voilà, j'ai une question qui est arrivée par le chat. Une question, s'il vous plaît, Michel. Comment équilibrer une relation débutante avec chacun son domicile? Un domicile plutôt yin et l'autre plutôt yang. Ben, justement, donc, vous ne savez peut-être pas encore quel domicile vous allez habiter. Ou peut-être vous habitez de temps en temps l'un et puis de temps en temps l'autre. Eh bien, c'est d'harmoniser, bien sûr, les deux domiciles. Celui qui est plutôt tendance yang, ben, y introduire du yin. Et celui qui est plutôt yin, ben, peut-être introduire un peu de yang, parce que je suppose que celui qui est plutôt yin est plutôt celui où habite la jante féminine et que ben, il faut que l'homme il sente quand même qu'il y ait du masculin. Et puis, comme je disais tantôt, faire de la place, en fait, pour l'autre. Si l'autre arrive, qui ne peut pas poser ses vêtements, il laisse simplement qu'il les dépose sur une chaise, bien, il ne va pas se sentir chez lui. S'il ne peut pas avoir accès, ne fût-ce qu'au frigo, et que vous le devancez toujours quand il doit aller chercher quelque chose, quand il ne peut pas prendre contact avec la maison, qu'il ne peut rien changer parce que ça ne lui appartient pas, donc il faut accepter. Quand on est en couple, il faut accepter quelquefois que des choses de notre conjoint ne nous plaisent pas, mais qu'il ait le droit aussi de les installer. Donc, petit à petit, il faut essayer d'introduire en fait des objets de l'autre chez vous. Alors, parfois, il y a aussi dans les compagnons ou les compagnes qui arrivent des peurs. S'ils s'installent trop vite, peut-être que je ne
pourrait pas. On a tous comme ça des craintes. Donc, il faut essayer de le mettre à l'aise aussi. Pas vouloir aller trop vite. Lâcher prise. Avoir de la patience. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ou est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Oui, comme je me doutais, le yin est plutôt chez la femme et le yang est plutôt chez l'homme. Ben oui, comme on l'a vu tantôt dans la partie où j'avais oublié de changer la couleur de la police, eh bien, on voyait que en fait, l'homme, il agit plus dans le mental, il est plus dans l'action, hein, et que la femme est plus dans l'émotionnel. J'avais fait il y a quelques années une formation sur Mars et Vénus, donc avec un monsieur qui depuis ne fait plus d'atelier, mais qui a fait les spectacles. Je ne sais pas pourquoi, je ne reviens jamais sur son nom chaque fois que je dois en parler, il faudra que je le note, il y a certainement une certaine raison. C'est un Belge, mais qui habite maintenant à Aix-en-Provence et qui fait des spectacles sur Mars et Vénus. Et je trouve, j'ai même par après assisté à ces spectacles et c'est très intéressant de voir comment il explique. Parce qu'il dit que l'homme est toujours… Apparemment, ça va, la réponse était assez complète. Il dit que l'homme, en fait, il essaie toujours, quand une femme expose, une femme, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, elle va le raconter, mais elle ne va pas le raconter pour avoir de l'aide, mais pouvoir se dégager et lâcher un peu d'émotionnel. Et l'homme, lui, va comprendre, mais comment je dois t'aider? Et donc, il va quelquefois essayer d'améliorer les choses. Et la femme, elle va se braquer parce qu'elle va dire, mais je ne lui ai rien demandé, je voulais simplement lui dire. Et donc, c'est comme ça parfois que les conflits s'amènent. Donc, c'est de comprendre que quand nous, les femmes, puisqu'on est toutes des femmes ici, on est dans le creux de la vague et qu'on a besoin de faire sortir de l'émotionnel, c'est pas notre conjoint qu'il faut aller en parler. C'est peut-être de travailler sur nous, d'en parler à une amie, d'aller voir un thérapeute, mais de ne pas justement… parce que l'homme, lui, il va essayer de faire quelque chose. Parce que l'homme, il est là pour agir et pour régler les problèmes. Et la femme, c'est pas ce qu'elle attend. Ce qu'elle attend, c'est d'être entendue. Mais un homme ne fonctionne pas comme ça. Et puis un homme, il a besoin aussi de temps en temps d'être dans sa grotte. Et donc, il a besoin de rentrer dans sa grotte. Et c'est pas parce qu'il ne dit rien, en fait, qu'il est fâché. Non, il a besoin, c'est comme ça. Lui, quand ça ne va pas, il n'a pas besoin d'aide. L'homme, il est habitué à régler ses affaires tout seul. Et donc, il va dans sa grotte, il rumine, il trouve la solution, il agit et puis il revient. Et donc, quand on comprend comment l'homme et la femme fonctionnent, eh bien, ça évite beaucoup de conflits, c'est beaucoup aussi de compréhension. Les femmes se fâchent quelquefois quand, dans l'escalier, il y a une pile de vêtements qui sont là prêts à remonter, et l'homme est prêt à marcher dessus, et il passe et il ne remonte rien. Mais l'homme, il travaille, il ouvre un dossier, il travaille sur son dossier, il ferme le dossier, il est terminé, il ouvre un autre dossier. La femme, elle est multitâche. Elle ouvre tous les dossiers en même temps, elle passe dans l'escalier, elle voit les vêtements, elle remonte les vêtements, elle voit une chaussette qui traîne, elle prend la chaussette, elle la met dans le panier au linge sale. La femme fonctionne comme ça. L'homme ne fonctionne pas comme ça. Et alors, une chose aussi que j'ai bien retenue de cet atelier, c'est quand on dit à son compagnon, est-ce que tu peux sortir les poubelles? Lui, il va vous dire oui, et il ne va peut-être pas le faire. Pourquoi? Parce que vous lui avez dit, est-ce que tu peux? Ah oui, il peut, il est assez fort. Mais il fallait lui demander, est-ce que tu veux? Et si on ne lui demande pas, tu veux, ben, il ne va pas les sortir. Voilà quelques petites informations en plus. Voilà, pas d'autres questions? Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est vous remercier pour votre patience, pour votre confiance, pour tout ce que vous m'apportez. Franchement, vous n'imaginez pas tout ce que vous m'apportez comme bonnes énergies et je vous en remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, Michel. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.